bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, dernière ligne droite avant les fêtes, pour ceux qui m'écoutent en direct chaque semaine, oui, vous avez compris. Donc là, j'espère que ça va, vous êtes prêts, vous avez fait le plein enfin voilà, vous y êtes pas pris au dernier moment pour faire les courses et tout ça. Je dis ça, mais moi je les ai pas encore fait, hein, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça commence à me stresser un peu, mais bon, bref. Alors ce week-end, je suis tombé dans déjà ce week-end, je pense qu'on a quasiment tous eu au moins un programme télé en commun. Et je suis ou peut-être même deux, hein, parce qu'il y avait Miss France et la Coupe du Monde. Et j'ai regardé les deux, hein, parce qu'il y avait Soirée Nana, donc on était un peu punis dans le coin du canapé avec les mecs. Miss France samedi soir et la Coupe du Monde le lendemain. Bon, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a eu une avalanche de chocobons. Les chocobons, c'est vraiment, je vous en avais déjà parlé dans des emails, mais c'est vraiment, pour moi, c'est mon talon d'Achille. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas que j'y touche. C'est-à-dire que quand on l'a dans la bouche, ça satisfait jamais à 100%. C'est-à-dire qu'il nous en faut un deuxième. Mais le pire truc, en fait, dans les chocobons, c'est que non seulement, quand t'en manges, en fait, t'as le poids de la culpabilité qui s'entasse sur la table basse, avec les petits sachets vides. Et quand c'est des M&M's ou quoi, tu vois pas ça, parce que t'en manges, mais il y a qu'un seul paquet, un gros paquet peut-être, qui est vide. Les chocobons, la problématique, c'est qu'il y a une espèce de motte de petits emballages qui s'entassent, et après, là, quand t'es bien gavé, que tu regardes, tu dis non, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, donc. Souvent, il y en a qui me disent t'es surhumain, etc. T'es hyper carré dans ta diète. Ne croyez pas, hein, je suis comme n'importe qui, hein, je suis un humain. Quand en plus, c'est mes amis qui ont ramené un gros paquet de chocobons. Ils le font tous les ans d'ailleurs, quand c'est les fêtes. Ils nous ont ramené ça, je vous garantis que le paquet, le lendemain, il devait en rester 3 dans le paquet, quoi. Alors que c'était quand même un paquet solide, quoi. Bon, on était plusieurs dessus, mais on l'a torché. Bref, mais j'aimais bien le contraste entre manger ça et regarder Miss France, quoi. Même si les Miss France sont plus aussi squelettiques que dans les années 90. Hein. Ça leur va mieux d'ailleurs, hein, pour dire les choses honnêtement. Sauf que d'ailleurs, je sais pas ce qu'en pense le féminisme de ça. Je sais pas, je les ai pas encore entendus là-dessus. Bref, alors. Premier article du jour, on va parler des conseils d'hygiène dans la cuisine, donc 10 gestes simples pour prévenir les risques microbiologiques. Alors là, ok, quoi ? En fait, on va parler des intox alimentaires dus souvent la petite huître un peu trop laiteuse, un peu trop hop, et puis on finit le réveillon dans la tête dans les toilettes. Pour éviter ça, il donne 10 astuces donc sur le site de l'ANSES pour essayer de se protéger un petit peu des intox alimentaires. Premier conseil, avant et pendant la préparation des repas, bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ça, c'est vrai que nous, on l'oublie, on n'y pense quasiment pas, parce que, sauf si vous êtes professionnel de santé ou professionnel en cuisine. Pourquoi ? Parce que les professionnels de santé ont appris à se laver les mains, qui est un protocole un peu particulier par rapport à la façon dont les personnes qui ne sont pas dans cette profession se lavent les mains. Et heureusement d'ailleurs qu'ils se lavent les mains correctement. Donc en faisant couler l'eau, il faut que l'eau ruisselle plutôt sur les avant-bras plus que sur le bout des doigts. Enfin bon, il y a tout un protocole. Et en cuisine, c'est pareil. Donc bien se laver les mains. Et c'est vrai que quand il s'agit de cuisiner pour soi-même,
ou quand on est chez soi, on se dit bon bah ça va, j'ai pas les mains sales. Mais faites-le. Je vous garantis que ça peut vous éviter pas mal de choses. Les mains, c'est le pire. Hein. Deuxième astuce, éviter de préparer les repas en cas de symptômes de gastro-entérite, en cas d'impossibilité de se faire remplacer, être très vigilant sur le lavage des mains et privilégier des aliments nécessitant peu de préparation. C'est un sacré souvenir que j'ai par rapport à ça. Quand j'ai rencontré ma femme, la première fois que je rencontre ses amis, c'était pour l'anniversaire des 1 an d'une de leurs petites. Et il y avait un monde fou, quoi, une villa pleine de monde que je connaissais pas, et un buffet. Et gourmand comme je suis, voilà, c'est le week-end, je me relâche un peu sur la diète, donc je vais grignoter un peu au buffet. Sauf qu'après avoir bien grignoté au buffet, je rencontre la petite de 1 an et la maman, et puis je les vois faire pas mal d'allers-retours en haut, en bas dans la villa. Et finalement, elle avait la gastro, quoi. Mais c'était déjà le cas avant l'événement. Autant vous dire que le lendemain, j'ai eu la gastro. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand vous préparez comme ça des buffets ou vous invitez des gens et vous avez une gastro. C'est vraiment quelque chose qui peut se transmettre assez facilement, quoi. Mais bon, logiquement, quand on a une bonne gastro, on n'a pas envie de recevoir les gens. Sauf si on est sur la faim, mais bon, et que c'est prévu et tout. Moi, personnellement, quand j'ai le ventre retourné, faut pas me parler, quoi. Troisième point, si des aliments se répandent dans le réfrigérateur, nettoyez sans tarder. Au détergent les surfaces salies, un nettoyage complet du réfrigérateur doit être pratiqué autant que nécessaire et au moins 1 fois par an. Alors là, qui le fait 1 fois par an ? Moi, j'ai un frigo qui est sans... Je l'avais acheté d'occasion, vous savez, dans les trucs où... Les trucs qui prennent une pigne, là, ils les vendent moins cher. C'est pour ça que le mien il est cabossé sur le devant, parce qu'au lieu de le payer je sais pas combien, il nous est revenu à 100 balles ou 150 balles. Enfin, c'est vraiment une misère pour la qualité du machin. Et donc, à l'intérieur, il a la fonction no frost, qui ne fait pas de givre en fait. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de givre, on a tendance à plus retarder le lavage. Et il faudrait éviter parce que visiblement, c'est pas une bonne solution. Pour l'instant, je fais pas un sans faute, hein, je vous le dis. Quatrième point, à chaque type d'aliment, sa planche à découper. On réserve une à la viande, aux poissons crus et une autre aux produits cuits et aux légumes propres. Une fois les aliments cuits, ne pas réutiliser les plats et ustensiles utilisés pour les transporter crus. Oh, alors, la fin de la partie, je le fais. C'est-à-dire que par exemple, en été, vous faites une grillade ou vous faites un poulet grillé ou peu importe, vous coupez votre poulet cru sur la planche à découper, vous allez jusqu'à où vous les mettez dans un plat. Vous savez, les saucisses crues, le poulet cru et tout pour aller faire vos grillades. Et vous faites cuire, vous les remettez pas dans le truc où il y a eu le cru avant. Enfin, il y en a beaucoup qui le font. Ça, moi, je le fais pas. J'ai compris quand même, voilà. Pareil pour si vous coupez du poulet avec un couteau cru, ne vous en servez pas derrière pour manger. Voilà. Par contre, à chaque type d'aliment, sa planche à découper, il faudrait le faire, je sais. Sauf que moi, j'ai qu'une seule planche à découper. Alors, moi, ce que je fais, c'est que les aliments, je les coupe, je lave la planche. Par exemple, si je fais du poulet, je coupe le poulet, je lave intégralement la planche à découper, je coupe après, je sais pas moi, la courge, etc. Et donc ça, par contre, je le fais. Mais j'ai pas une planche par aliment, quoi. Cinquième astuce, pour limiter le risque de multiplication des micro-organismes, ne pas conserver les aliments plus de 2 heures à température ambiante avant réfrigération. Bon, là, logiquement, ça devrait aller. Je pense qu'on est tous conscients de cette notion-là. Pour la conservation des produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisseries à base de crème ou aliments très périssables, non préemballés, sur lesquels ne figure pas de date limite de consommation, une durée inférieure à 3 jours est fréquemment recommandée. Demande des conseils aux commerçants. Ah oui, ça arrive. C'est vrai que ça, on a toujours un problème quand on se met à douter et tout, mais c'est vrai que en général, les produits traiteurs, les produits qu'on va acheter au marché, etc., c'est relativement rare de ne pas les consommer dans la foulée, en tout cas dans le week-end ou dans le début de semaine. Sinon, n'hésitez pas, notamment pour les viandes, etc., à demander est-ce que je peux le congeler ou... Mais
voilà, c'est vrai qu'il faut demander au commerçant. Le commerçant, il n'a pas envie de vous flinguer, hein. Il a envie que la prochaine fois que vous êtes sur le marché, il n'a pas envie que vous ne veniez plus le voir, en fait, hein. Donc il va vous donner de bons conseils. Donc demandez-lui et voilà quoi. Mais après, plats cuisinés, produits traiteurs, pâtisserie à base de crème et tout, c'est vrai que ça c'est plutôt... C'est pour ça, là, on parle vraiment des fêtes de fin d'année, c'est plutôt des produits. Alors, si en ce moment il fait pas mal froid, donc il y a pas mal de pâtisseries, par exemple, vous pouvez les laisser sur la terrasse ou autre. Mais bon, faites gaffe quand même avec tous ces plats-là, parce que c'est souvent... déjà, ça a déjà été préparé à l'avance. C'est assez rare que ça soit préparé au moment où vous allez le récupérer, quand vous avez des commandes. Donc, ça a déjà une durée de vie. Il faut essayer de pas trop le détériorer, quoi. 7e point, maintenir la température à 4 degrés dans la zone la plus froide du réfrigérateur et vérifier l'étanchéité de ses portes. Alors, moi je sais qu'il y a une technique pour ça, c'est de voir quand votre frigo il se met en route, s'il fait un peu du bruit, s'il se met régulièrement en route, essayez de vérifier l'état des joints et regardez par exemple avec la référence de votre frigo. Vous avez possibilité de changer les joints parfois. Donc ça peut être une bonne technique. Sinon, je pense qu'il doit y avoir des tutos comment changer joint frigo. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez des astuces. Encore une fois, ce sont des bonnes techniques pour économiser du pognon, hein, en cette période où on se fait râper le portefeuille. Donc 8e conseil, pour les protéger des pathogènes, la consommation de la viande hachée bien cuite à cœur est recommandée aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées. Donc pas de steak haché bleu pour ces personnes. 9e conseil, la consommation de viande ou de poisson cru en tartare ou en carpaccio et des produits laitiers au lait cru, à l'exception des fromages à pâte cuite pressés comme le gruyère ou le comté, est fortement déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées. Donc pas de Pokéball pour madame enceinte ou pour les gosses. 10e astuce, les repas et biberons de lait des nourrissons nécessitent une attention particulière, ne pas les conserver plus de 48 heures à 4 degrés. Pour les bébés les plus sensibles aux infections, privilégiez des préparations stériles sous forme liquide. Voilà. Bon, c'était pas que pour les fêtes de fin d'année évidemment, mais ça vous donne quand même des astuces pour ceux qui vont préparer la cuisine cet hiver, donc en fin de semaine là, pour commencer à préparer les fêtes. Vous pouvez lire et relire les astuces dans les notes de ce podcast avec un lien ou par email. Si vous avez reçu le lien par email, vous avez tous les liens vers tous les sujets, donc toutes les sources sont données. Sujet suivant, protéines et index glycémique pour ne pas regrossir. Pour ne pas regrossir. C'est un article de Didier Soucard, pharmacien, sur lanutrition.fr. Voilà, l'étude et ses résultats. Donc moi je vous fais des citations de cet article. L'étude Diet Obesity on Gen Diogen, c'est marrant le jeu de mots, est une étude d'intervention. Je sais pas si tout le monde aura la référence. C'est par rapport à un philosophe, et une étude d'intervention alimentaire pan-européenne, multicentrique, randomisée et contrôlée sur 744 volontaires en surpoids ou obèses. Elle vient d'évaluer les effets de l'index glycémique et des protéines alimentaires sur la reprise de poids après un programme restreint en calories. Donc en gros, les patients ayant perdu grâce à un régime hypocalorique au moins 8% de leur poids initial 8 semaines après le début de l'étude ont été assignés au hasard à suivre pendant 26 semaines supplémentaires 5 régimes différents sans limitation de calories. Donc riche en protéines, alors le premier c'est riche en protéines avec des index glycémiques élevés. Le deuxième, riche en protéines avec des IG bas. Le troisième, pauvre en protéines avec des IG élevés. Le quatrième, pauvre en protéines avec des IG bas. Et le cinquième, un groupe contrôle. Les résultats, par rapport au régime pauvre en protéines et à IG élevé, le régime riche en protéines et avec IG bas conduit à une perte d'indice de masse corporelle plus importante et une amélioration de la résistance à l'insuline mesurée par l'indice TYG, donc TIG, un marqueur composite de la glycémie à jeun et des triglycérides. Conclusion,
un régime riche en protéines, avec un IG bas, est bénéfique non seulement pour le maintien du poids, après un régime amaigrissant drastique, mais également lié à l'amélioration de la résistance à l'insuline. Donc, vous savez que la plupart des échecs liés au régime ne sont pas les régimes eux-mêmes. Vous entendez beaucoup, que ce soit à la télévision ou même dans les repas, tous les professeurs émérites de nutrition vous dire, c'est ironique quand je dis ça, vous dire il ne faut pas faire de régime, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas blablabla, ça sert à rien, les régimes ça marche pas. Non, les régimes marchent les gars. C'est ce que vous faites après qui marche pas. Parce que le régime, quand on parle de régime yo-yo, c'est pas le régime qui fait faire le yo-yo. Le régime, en fait, il vous fait perdre du poids. C'est ce que vous faites après qui fait remonter le yo-yo. Parce que si vous restez au régime, vous ne reprenez pas. Par contre, à un moment donné, le régime doit se terminer. Donc, c'est-à-dire qu'une période drastique d'amaigrissement, où on se restreint copieusement, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on va pas rester au régime toute sa vie. Un régime n'est pas un mode de vie à long terme. Un régime, pour moi, c'est une méthode drastique pour perdre du poids, mais également, il faut en profiter pour mettre les briques d'une future bonne alimentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour avoir une bonne alimentation, mais on doit avoir les bases solides. Donc les protéines, les fibres, etc. Et ensuite, quand on n'est plus au régime, donc quand on se remet à manger plus pour se maintenir, on va amplifier certains nutriments de ce qu'on a mangé au régime, voire peut-être en ajouter qu'on n'avait pas. Mais on va certainement pas repasser au paquet de chips, au TUC et au Kinder Bueno, quoi. Ça, c'est pas... Sinon, en fait, on vient de perdre du temps, quoi. C'est comme la blague, en 14 jours de régime, j'ai perdu 2 semaines. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, je vous l'ai partagée d'ailleurs ce week-end cette citation, je vous l'ai partagée ce week-end dans le cours que je vous ai produit sur les aliments coupe-faim. D'ailleurs, allez voir, les aliments coupe-faim, c'est sur mon site, c'est sorti ce week-end, ça s'appelle 17 aliments coupe-faim. Et par ordre, en fait, de pourcentage de coupage de faim, si je peux dire les choses comme ça, je vous partage des aliments. Et ça vaut le coup parce que ça vous permet de voir un petit peu comment composer vos assiettes pour avoir des assiettes vraiment qui vont vous rassasier, quoi. Et en fait, la citation exacte, c'est de Joey Lewis. Je me suis mis au régime, 2 points. En 14 jours, j'ai perdu 2 semaines. Je trouvais ça assez drôle. Et s'il avait mangé les aliments que j'ai partagé ce week-end, il n'aurait pas perdu son temps puisqu'il aurait vraiment maigri, puisque son appétit n'aurait pas été surdéveloppé. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est vrai que derrière un régime, on connaît tous quelqu'un qui a repris tout son poids, voire plus. Donc, mieux vaut privilégier une alimentation avec une bonne dose de protéines et des IG bas. Ça évite de reprendre, mais surtout, une des grosses conditions pour ne pas reprendre de poids, c'est de maintenir son sport. Et on sait très bien que le sport, c'est comme une fusion parfaite avec la nutrition. Vous avez tous remarqué, je le sais parce que vous êtes sportifs et sportives, que quand vous levez le pied sur le sport, parce que vous êtes blessé, parce que vous avez envie de prendre 2-3 jours de repos, c'est à ce moment-là que vient s'intégrer une alimentation moins raisonnable. On commence à faire moins attention à sa diète. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de fusion entre les deux. Parce que quand on souffre à faire du sport, des séances intenses, on n'a pas envie à la fois de tout foutre en l'air avec une grosse pizza, mais également on sait très bien qu'en mangeant sainement, on va mieux récupérer, on va avoir plus d'énergie, on va moins subir ces journées en fait. Et bien ça va de pair, quoi. Et c'est pour ça que quand on enlève le sport, ce qui marche moins avec la nutrition. Quand on enlève la nutrition, sauf pour les gens comme vous bien éclairés, sinon pour le Pékin moyen, comme dirait Gundil, il se sent pas obligé de faire une diète pour faire beaucoup de sport, quoi. Quand je dis une diète, c'est pas une diète de régime, c'est restrictif, on va dire. C'est une diète particulière pour la muscu, quoi. Donc maintenir du sport après un régime, c'est super important. Ça, je l'ai lu en plus la semaine dernière dans des études, ils le disent que c'est vraiment un des points clés de maintenir l'activité physique. Mais deuxième chose, régime, il faut pas supprimer les protéines, au contraire les conserver, voire les avoir plutôt élevées et avoir des IG bas et pas des IG moyens. Il parle vraiment d'IG bas, voilà, dans sa diète. Plutôt consommer des IG bas. Allez, on continue. IG, pour ceux qui ne savent pas, c'est index glycémique, mais bon, je pense que je l'apprends à personne.
le microbiote intestinal peut favoriser et peut renforcer la motivation pour faire de l'exercice. Alors ça serait plutôt fun. Imaginez, dans le meilleur des mondes, on mangerait un aliment qui, une fois dans l'intestin, stimulerait on ne sait pas trop quoi, qui nous mettrait d'une humeur dévorante pour s'entraîner. Alors nous, on a de la chance parce qu'on est passionné par le sport. En règle générale, si vous m'écoutez, c'est que vous aimez vous entraîner. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Et puis même nous, il faut être honnête, il y a parfois, on se dit, allez, c'est le jour du dos, à faire des soulevés de terre, ou le jour des jambes, où on fait des squats ou de la presse. Bon, on a un petit peu envie on est sûr ou pas ? Et d'avoir un aliment qui nous donnerait de la motivation, on aimerait bien. Parce qu'il y en a qui ont trouvé la technique, c'est les boosters, hein, ils vous les vendent. Donc je prends un peu alors c'est de la traduction anglais-français, hein, faites attention. Si nous pouvons confirmer la présence d'une voie similaire chez l'homme, alors pourquoi il parle de ça ? Oui, voilà, c'est là. Selon une étude menée sur des souris, certaines espèces de bactéries intestinales activent les nerfs dans l'intestin pour favoriser l'envie de faire de l'exercice. L'étude révèle la voie intestin-cerveau qui explique pourquoi certaines bactéries stimulent les performances sportives. Donc ils disent après, si nous pouvons confirmer la présence d'une voie similaire chez l'homme, cela pourrait constituer un moyen efficace d'augmenter le niveau d'exercice physique des gens afin d'améliorer la santé publique en général, a déclaré l'auteur principal de l'étude, Christophe Theiss, professeur adjoint de microbiologie à Penn Medicine. Alors, moi j'aime pas tirer des conclusions rapides, etc., mais si nous pouvons confirmer la présence d'une voie similaire chez l'homme, comme ils disent, est-ce qu'il ne faudrait pas explorer la piste de ceux qui en font déjà régulièrement ? C'est-à-dire des gens qui sont, au-delà d'être payés pour faire du sport, des gens qui sont passionnés et qui aiment ça. C'est-à-dire on prend un échantillon de gens, et honnête, parce qu'il y en a beaucoup qui... Ça c'est pareil, ça a tendance à énerver beaucoup de gens, mais moi, le premier... vous rencontrez une personne ou un ami, je sais pas, plutôt des gens connus, mais qui vous dit, qui vient de se mettre au sport, mais vraiment, genre la semaine dernière, je suis passionné, en une semaine. Tant mieux, on a envie de le croire, on a envie que ça soit vrai. Bon, c'est très bien que le mois prochain, il va nous dire « Ah mais là, tu comprends, je peux plus parce que les enfants, le travail et la belle-mère, enfin bon, voilà. » Et il faudrait réussir à tester des gens, à faire des vrais sondages chez des gens passionnés, mais vraiment passionnés, hein. Des gens pour qui le sport est vraiment quelque chose de jouissif. Et bien leur demander, moi par exemple j'ai un biais. Je pourrais pas être 100% honnête avec ça, j'ai un biais parce que, alors avant que ce soit mon job aussi, j'aurais pu y répondre, mais maintenant que c'est mon job aussi, j'ai un biais puisque ça fait partie de mon job en fait. Même si mon sport, ça me concerne, mais quand même, je trouve que ça fait partie de mon job. Mais pour des gens pour qui ça ne fait pas partie de leur job, il faudrait leur demander, à ceux qui sont vraiment passionnés, en fait, qu'est-ce qu'ils mangent, quoi. Et essayer de retrouver, de découper jusqu'en lamelles, en fait, leur diète pour voir jusqu'à quel moment se recoupe. Il y a un dénominateur commun chez tous ces gens-là, essayer d'étudier ça, etc. Bon, bref. Mais bon, vu que ces gens-là ne courent pas les rues, ça va être difficile de les recruter. Les chercheurs ont découvert que 2 espèces bactériennes étroitement liées à de meilleures performances, alors le Bacterium rectal et Coprococcus eutactus, produisent des métabolites connus sous le nom d'amides acides gras, donc FAA. Ces derniers stimulent des récepteurs appelés récepteurs endocannabinoïdes CB1 sur les nerfs sensoriels situés dans l'intestin, qui sont reliés au cerveau par la colonne vertébrale. La stimulation de ces nerfs pourvus de récepteurs CB1 entraîne une augmentation des niveaux de dopamine, un neurotransmetteur, pendant l'exercice dans une région du cerveau appelée le striatum ventral. Donc, je continue les citations. Cette voie de motivation entre l'intestin et le cerveau pourrait avoir évolué pour relier la disponibilité des nutriments et l'état de la population bactérienne intestinale à la volonté de s'engager dans une activité physique prolongée. Outre le fait qu'elle pourrait offrir des moyens peu coûteux, sûrs
est basée sur l'alimentation pour faire courir les gens ordinaires et optimiser les performances des athlètes de haut niveau, a-t-il ajouté, l'exploration de cette voie pourrait également déboucher sur des méthodes plus faciles pour modifier la motivation et l'humeur dans le contexte tel que la dépendance et la dépression. Alors évidemment, on a tous envie de détecter cet aliment qui pourrait nous faire aller de l'avant tous les matins. On en mangerait tous les soirs avant de se coucher. Enfin non, pas le soir, parce que si ça bouscule la dopamine, on préférerait plutôt le manger le matin. Mais on va dire c'est un peu trop beau pour être vrai. Même si il me semble qu'on n'est pas loin de trouver des trucs comme ça, parce que regardez notamment la caféine. Alors on parle pas de microbiote et tout, mais regardez la caféine déjà. La caféine, ça aide à démarrer le matin. Ça aide quand vous n'êtes pas trop motivé à faire une séance de sport où vous sentez que votre système nerveux il est un petit peu en mode un peu grippé, ça peut vous aider. Après, dans l'alimentation, si on peut peupler sa flore intestinale, son microbiote avec des puissants producteurs dopaminergiques, alors il faudrait peut-être regarder, parfois il y a des aliments, parfois on dort pas le soir. Vous savez, on rumine, on pense, etc. Alors ça arrive rarement, moi ça m'arrive rarement en ce moment, je suis plutôt éclaté. Avec le froid et tout, j'ai plutôt un sommeil de plomb, quoi, un endormissement en moins de 15 minutes, quoi. Mais bon, il m'arrive, comme tout le monde, des fois, vous êtes là, vous faites la crêpe, quoi, vous faites le pancake dans le lit, quoi. Et faudrait en fait se dire, mais qu'est-ce que j'ai mangé ce soir ? Peut-être que c'est ça qui a produit un peu trop de dopamine, et du coup, on a envie de concurrencer Elon Musk. Enfin voilà, on pense à des tas de choses dans le lit, alors que on ferait mieux de réussir à s'endormir. Donc il faudrait un peu étudier ça aussi d'ailleurs, savoir de noter. Je vous donne des pistes de réflexion. Notons tous, quand on dort pas, qu'est-ce qu'on a mangé ? Et au bout de... Mais bon, si comme moi ça vous arrive pas souvent, avant de pouvoir trouver un dénominateur commun, il va vous falloir peut-être des années. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je trouve ça intéressant parce que là, on est vraiment sur de l'optimisation de la nutrition et pas sur du dopage, puisque c'est vraiment de l'optimisation diététique en fait. Manger ça va mieux que si, un petit peu comme les glucides, les graisses, tout ça, c'est de l'optimisation. Et puis, il y a une voie au-delà de la voie sportive et passion, il y a une voie de vie de tous les jours, quoi. Parce que si ça peut aider pour les personnes déprimées, dépressives et anxieuses, alors c'est pas la même chose, dépressif et anxieux, mais je sais, mais bon. Et puis eux, ils parlent aussi de la dépendance. Oui, parce que dopamine, dépendance, ça va souvent ensemble. Bon, comme je vous disais, 17 aliments pour gérer sa faim. Quels sont les coupes-faim pour maigrir ? Je vous donne une liste d'aliments complets. Comment couper la faim rapidement et durablement ? Les mystères des tubercules, de certaines tubercules et pas tous, pas toutes. Que manger à l'apéro pour se couper la faim ? Parce que oui, vous savez, nous on a eu une mauvaise éducation. Je pense que vous avez eu la même que moi, globalement. C'est te gaffe pas trop à l'apéro, sinon tu vas plus rien manger à table. Ouais, mais en fait, si à table c'est une tartiflette, mieux vaut manger plus à l'apéro pour moins manger de tartiflette, parce que peut-être qu'on peut manger des choses à l'apéro qui sont pas trop pénalisantes, des petites choses pas trop pénalisantes, qui nous permettent de moins se resservir de tartiflette. Et la tartiflette, voilà quoi. J'en ai mangé une ce week-end devant Miss France. Et dessert chocobon, je rappelle. Je tiens à préciser parce qu'on pense que je mange trop sainement tout le temps, que je suis un moine. Et d'ailleurs, elle a eu un profond succès. Le plat, on aurait pu le remettre en vitrine, quoi. Alors, quel petit déjeuner prendre pour ne pas souffrir de la faim ? Quel déjeuner et dîner manger pour ne pas grignoter entre les repas ? Idées recettes de cuisine inclus, vous avez le cours vidéo, les notes en PDF. Là, je vous lis toute l'introduction, la présentation, mais c'est globalement sur ça. Ça dure à peu près 1 heure, et donc vous aurez tout en lien, et c'est pour les VIP comme d'habitude. Vous cliquez, vous y accédez. Si vous n'êtes pas VIP, ça vous coûte moins de 10 balles, franchement, vous perdez rien, et surtout vous avez accès à tous mes cours depuis des années, quoi. Et enfin bon, voilà. Je vous en dis pas plus, allez jeter un œil dans les notes de cette émission. Bye, et à la semaine prochaine. Et surtout, bonne fête.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.